Madame, Monsieur, bienvenue dans votre magazine Écran Vert qui a fait le déplacement au Kempinski Hotel pour échanger avec le commissaire de la CIAC, Honoré Tabouna, en charge de l'agriculture, l'environnement, ressources naturelles et développement durable. Il est à Kinshasa pour la conférence des chefs d'État de la CIAC. Monsieur le commissaire, bienvenue à Kinshasa. Merci, bonjour. Alors, nous savons que vous y êtes pour la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. C'est l'occasion vraiment de féliciter les autorités de la République démocratique du Congo, à la tête desquelles se trouve son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État et surtout président de la communauté des États de l'Afrique centrale. C'est le président en exercice vraiment pour l'organisation réussie du sommet. 21e donc, conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Chef d'État et de gouvernement donc, de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ça a été vraiment une réussite dans des délais très courts. Donc, depuis le 20, il y a eu donc, le comité inter-État, il y a eu le conseil des ministres et il y a eu le sommet qui a eu lieu hier, 25. Mais avant ces trois segments de la gouvernance de la conférence des chefs d'État, il y a eu ici à Kinshasa des comités techniques spécialisés qui sont des réunions des ministres sectoriels. Donc on en a eu au niveau de l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural. Il y a eu aussi un comité technique spécialisé sur les questions de paix, défense, sécurité. Il y a eu aussi un comité technique spécialisé sur les questions liées à l'énergie. Voyez-vous, donc ça a été vraiment une semaine pleine. Depuis donc, le 18, le 19, nous avons eu des réunions ici qui se sont enchaînées et jusqu'au sommet des chefs d'État. Alors, vous parlez du succès. Nous savons également que parmi les objectifs, il fallait s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté à travers le contrôle et le suivi de la mise en œuvre de politiques ainsi que des décisions approuvées par ces instances communautaires. Qu'est-ce que ça a donné? C'est-à-dire, comme vous le dites, que c'était un suivi, comme à tous les sommets que nous organisons tous les 6 mois, depuis que la commission ici de la réforme et qui a remplacé l'ancien secrétariat général a été mis en place donc par les chefs d'État le 1er septembre 2020. Donc nous organisons, selon les dispositions du traité révisé, adopté donc en 2019, chaque année, nous devons avoir 2 sommets. Donc nous avons commencé en 2021, en juillet 2021, le deuxième sommet de notre mandat, janvier 2022, et c'était lors de la présidence en exercice du Congo, le Congo-Brazzaville, dont le président en exercice était le président, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Et en janvier dernier, le 19 notamment à Kintélé, quand il y a eu la 20e session ordinaire, il y a eu le passage de flambeau entre le président Sassou Nguesso du Congo et le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Donc ça a été le suivi des décisions, le suivi des recommandations, mais d'abord, chaque fois qu'on a un sommet, la première activité ou bien le premier point qui est examiné, c'est le rapport des activités du semestre écoulé. Et après, vous avez d'autres points à l'ordre du jour. Dans le cas d'espèces, on a eu un point sur les questions de sécurité, questions sur tout ce qui tourne autour des ressources forestières, ressources naturelles et les questions alimentaires. Vous savez qu'avec après la crise due à la pandémie, nous avons
aujourd'hui la crise russo-ukrainienne qui a des impacts au niveau des prix, au niveau de la rareté des produits. Donc toutes ces questions-là ont été à l'ordre du jour. Alors nous comprenons que c'est un sommet qui a été marqué, donc au fait qui s'est tenu dans un contexte régional marqué par plusieurs défis. Vous avez déjà parlé défis liés à la paix, à la sécurité, la flambée des prix des produits pétroliers, vous l'avez dit, la mauvaise campagne agricole aussi conséquente du dérèglement climatique. Et nous comprenons que vous qui gérez par exemple cette question de ressources naturelles, agriculture, environnement, développement durable, ça vous a certainement donné encore matière à réflexion. Exactement, parce que vous savez que la question du changement climatique, ce n'est plus de l'utopie, c'est une réalité. Et quand on est, par exemple, ici en RDC, on ne se rend pas compte, mais ceux qui vivent autour du lac Tchad se rendent compte que chaque année, la superficie de ce beau lac, très connu, est en train de s'amenuiser. Dans la littérature abondante qui a été produite au sujet donc, de l'amenuisement du rétrécissement du lac Tchad, vous allez vous rendre compte que dans les années 60, on était à une superficie autour de 25 000 km². Aujourd'hui, on est autour de 2500. Voyez-vous, donc c'est vraiment l'impact des changements climatiques. Et quand on voit ici la baisse des eaux du fleuve Congo, c'est là aussi un impact des changements climatiques. Et de façon quotidienne, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui ont vécu ici dans les années 80, ils voient la différence. Hein. Donc, de façon scientifique, on peut mesurer ces changements climatiques. Et ces changements climatiques ont beaucoup d'impact. Par exemple, il y a le déplacement des populations qui quittent les zones qui sont devenues arides parce qu'ils ont plus de... qui vont vers les zones pour aller rechercher une meilleure vie. Et là, vous avez parfois des conflits. Hein. Donc, les impacts du changement climatique, ce n'est plus de l'utopie. Maintenant, il faut travailler de façon à trouver des actions, des programmes, des projets de résilience. Comment on s'adapte à ça? Parce qu'on doit s'adapter, on n'a pas de choix. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et plus... Et vous le faites comment? Parce que vous dites qu'il faut maintenant des actions, il faut maintenant travailler. Comment vous le faites? Mais comment on le fait? C'est-à-dire que sur le plan politique, il y a eu des déclarations. Vous qui êtes un peu spécialiste de ces questions, il y a eu des déclarations. On peut parler de la déclaration de Yaoundé de 1999. Il y a eu des décisions sur l'économie verte. Il y a eu la création des institutions comme le réseau des organisations civiles pour l'économie verte et le groupe de travail climat. Ça, c'était vraiment au niveau politique, au niveau stratégie. Et là, ce que nous voulons maintenant, c'est passer au niveau opérationnel avec des programmes. Donc, le département dont j'ai la charge, et comme je crois que j'ai eu l'occasion de vous le dire, a été mis en place pour, entre autres, opérationnaliser tout ce sur quoi on s'est mis avec les États en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Ça passe par l'opérationnalisation rapide de l'économie verte. Ça passe rapidement sur le développement des programmes, parce que c'est avec les programmes que nous allons maintenant toucher les populations. Parce que c'est ça qu'il est question. Une fois qu'on a réfléchi, il faut passer à l'action. L'action pour qu'on ait des impacts. Et l'action, c'est pour résoudre les problèmes. Est-ce qu'il nous faut une agriculture résiliente? Donc nous devons mettre un programme sur le... Est-ce qu'il faut tout un programme pour suivre la montée des cours d'eau? Donc il faut maintenant passer à l'opérationnalisation. Donc c'est le programme. Et nous sommes en train de travailler, après qu'on ait réfléchi avec la politique, avec les stratégies, et nous allons non passer au programme. C'est avec ces programmes-là que nous pouvons aller lever les fonds pour les mettre en œuvre et donner satisfaction aux attentes et aux besoins de population. Parce que ce qui nous intéresse, on veut sortir de cette CEAC, qui était reconnue comme la CEAC seulement des élites, pour passer à une CEAC des peuples. Parce qu'on parle de la communauté. Et dans nos traditions, quand on parle de la communauté, c'est que les gens doivent se mettre ensemble. Il ne s'agit pas seulement. Donc on doit parler de l'inclusivité. Il n'y a pas que les politiques, il n'y a pas que les élites. Donc voilà pourquoi, quand vous regardez la configuration organique, nous avons un département qui parle de politique, de paix et de sécurité, un département qui parle des questions de marché, un département qui parle de commerce,
un département qui parle des infrastructures, et un département qui parle de l'environnement, des ressources naturelles, de l'agriculture et du développement rural, un département qui parle des questions de genre, des questions de développement humain et social. Nous avons pensé à tout ça. On va prendre l'éco-découverte, on se retrouve juste après. Éco-découverte. Inculquer aux plus petits les notions de l'écologie, notamment en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Après plusieurs séances en laboratoire, en l'instar de celles liées à l'écologie végétale, les écoliers du programme Science and Kids étaient sur le terrain pour apporter à la terre des semences afin de mettre l'homme en symbiose avec la nature. Visiblement, ces écoliers ont la main verte. Au parc de la vallée de l'Incélé, ils ont réinséré 300 plantules de moringa, du bois noir et des flamboyants nains initialement plantés au laboratoire de biologie, toujours dans le cadre de ce programme. Nous nous sommes aussi rendus compte de l'importance des arbres. Les arbres nous aident parce que les arbres nous nourrissent, nous donnent de l'oxygène et nous donnent aussi de l'air frais. Et il y a aussi certains arbres ou plantes qui nous soignent de beaucoup de maladies. C'est pour lutter contre le changement climatique, nous donner des fruits. Du défrichage de la terre à la plantation, en passant par la trouaison, les étapes de la plantation ont été respectées. Nous devons planter les arbres parce que les arbres ont plusieurs avantages dans notre vie quotidienne. Nous encourageons la Fondation parce qu'ils contribuent à la lutte contre le changement climatique. Fier d'inculquer et de transmettre à ses écoliers les bonnes pratiques, notamment la culture de reboisement et de restauration de notre environnement, Clarisse Falanga appelle les citoyens du monde à poser des actes pour le bien des générations futures en luttant contre le réchauffement climatique. Il nous a été d'un grand apport, mais aussi d'un grand soutien, voire d'une grande contribution à pouvoir mettre des plants en semences au laboratoire, confère la séance de l'écologie végétale, et ces plants ont poussé. Le moringa, au vu de ses vertus médicinales, au vu de ses vertus d'épuration, au vu de ses vertus nutritionnelles, c'est une plante qui a une grande valeur dans notre quotidien. Le programme Science and Kids se poursuit et cette séance était une occasion de sensibiliser et d'appeler la population à prendre conscience de l'importance de l'écologie verte à travers le reboisement. Alors nous comprenons que vous êtes en plein travail, vous donnez à cœur ouvert, nous sentons que c'est votre passion au fait, vous êtes déterminé à donner quelque chose de meilleur à tous ces États qui font partie de cette famille économique. Mais d'emblée déjà, est-ce qu'on peut connaître, si vous avez déjà l'idée de quelques programmes phares déjà en gestation ou déjà mis en place qui n'attendent que... Oui. Comme je vous l'ai dit, c'est que nous voulons maintenant de l'impact. Mais avant de le faire, je crois que j'ai eu, la première fois que je suis passé à vos antennes, expliquer que la CEAC a été créée en 1983. Aujourd'hui, c'est 39 ans. Alors, la CEAC n'avait pas élaboré des programmes, la CEAC n'avait pas de politiques. Et les chefs d'État, dans les textes qu'ils ont adoptés, ils nous ont donné mandat de mettre en place les politiques. Et ça, nous sommes en train de le faire. Mais pendant que nous sommes en train, nous avons commencé déjà à réfléchir sur les programmes. Par exemple, il nous faut un programme régional sur l'économie des déchets. Et vous vous rappelez qu'en 2014, ici, on avait déjà commencé à réfléchir programme sur l'économie des déchets. Vous voyez circuler dans le livre de Kinshasa. On parle, par exemple, de Kinbopeto, ça c'est des projets par exemple qui pourront alimenter ou bien qui pourront être disons financés par ce grand programme régional sur l'économie des déchets. Programme sur les petites entreprises agroalimentaires, programme sur le programme régional sur l'économie de la pêche. Donc nous sommes en train de... nous identifions là où il y a des problèmes et derrière ces problèmes-là, on essaie de monter le programme pour résoudre ce genre de problème. Voilà pourquoi nous
faisons de plus en plus des descentes dans les États pour qu'on identifie les problèmes auxquels sont confrontées les populations. Et derrière, on peut monter un programme. Nous avons par exemple un programme régional sur le développement de l'accès des ménages à l'eau potable. Ça, c'est du concret. Et vous allez à Brazzaville, vous partez à Kinshasa, vous partez à Bangui, le taux d'accès des ménages à l'eau potable est encore faible. Je ne vais pas donner le pourcentage, parce que c'est gênant quand on a le premier réseau hydrographique et qu'il y a des problèmes pour accéder à l'eau potable. Je n'ai même pas envie de donner le chiffre, mais nous devons travailler pour essayer de combler ce genre de paradoxe. Vous ne pouvez pas avoir le premier réseau hydrographique et qu'on ait des ménages qui ont des problèmes pour accéder à l'eau potable. Ce sont ces questions-là. Donc, nous avons plein de programmes. L'idée, c'est d'avoir demain un portefeuille de programmes, ce qu'on n'avait pas fait. Donc, ce sont ces paradoxes, des choses que les gens qui sont de l'extérieur ne comprennent pas, que 11 États, 60 ans après, qu'on n'ait jamais réfléchi sur un programme sur les jardins botaniques, sur les parcs zoologiques, sur les filières des produits forestiers non ligneux. Voilà, donc, vaut mieux tard que jamais, nous sommes là pour faire ce genre de travail. Alors, quel est le bon élève qui peut servir des références pour d'autres États au niveau de la CEEAC pour l'instant? Ben, ils sont tous bons élèves. Parce que quand vous prenez le safoutier, vous le trouverez autour des vergers villageois au Cameroun, à Sao Tomé, partout. Vous trouvez déjà des activités traditionnelles de valorisation de l'environnement. Alors, vous parlez de l'économie de l'environnement. Nous savons que l'économie de l'environnement doit aussi bien rimer avec la circulation libre des personnes et des biens. Or, jusqu'ici, dans certains États membres de la CEEAC, il y a toujours cette question-là des visas. Il faut payer, il faut ceci. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que vous penchez aussi sur cette question-là, par exemple la suppression des visas pour faciliter encore davantage la libre circulation des... Vous savez, quand vous partez au niveau des territoires transfrontaliers, les gens circulent. Ils n'ont pas besoin de visa. Ils parlent la même langue. Donc, nous nous basons sur cet exemple-là pour résoudre le problème que vous soulevez, qu'on trouve au niveau des grandes villes. Il faut le résoudre. Et c'est l'une des raisons d'être de la CEEAC, c'est la libre circulation. Il faut que les gens circulent, parce que vous ne pouvez pas faire le commerce si les gens ne circulent pas. Donc, nous sommes en train de travailler. Je voudrais parler que ce qui nous intéresse, c'est identifier les problèmes. Et les problèmes, pour nous, à la CEEAC, nous les considérons comme la matière première pour se développer. S'il n'y a pas de problèmes, vous ne pouvez pas vous développer. Et souvent, dans l'éducation qu'on nous a donnée, c'est fuir les problèmes. Mais nous les considérons, nous les utilisons comme des opportunités. Et ça, même dans la vie d'un humain, c'est comme ça, c'est ce comportement-là qu'on doit avoir. J'ai des problèmes, c'est des opportunités pour se développer. Et nous, tous les problèmes qu'on a dans la sous-région, quelle que soit leur taille, ça nous intéresse. Parce que nous sommes là pour résoudre les problèmes et nous devons tout faire. Donc cette question de libre circulation nous tient à cœur. Si vous regardez, nous avons 11 États. Il y a les 6 États de la CEMAC, de la CEMAC, Communauté économique monétaire d'Afrique centrale, où ce problème a été résolu. Il y a eu des années, il y a peut-être encore 3 ans, pour entrer dans certains pays, entre les membres de la CEMAC, il fallait de visa. Mais vous avez vu, avec la patience, avec la pédagogie, les échanges, le dialogue, les négociations, ce problème a été résolu. Et donc, c'est avec la même méthode que nous allons, avec la même approche, nous allons faire le travail de façon que, bon, quelqu'un du Congo-Brazzaville, du Gabon, peuvent rentrer en RDC sans visa, peuvent rentrer en Angola. Donc, c'est le travail qu'on a à faire. Voilà pourquoi on a tout un département qui s'occupe de ces questions-là. Alors, nous comprenons que vous avez quand même évoqué quelques avancées déjà enregistrées au niveau de la CEEAC. Au-delà de tout ça, ne pensez-vous pas que l'organisation accuse quand même beaucoup de retard? Oui, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Nous avons du retard, ça on le sait. Et voilà pourquoi les chefs d'État ont fait la réforme pour justement essayer de rattraper ce retard. Et nous sommes en train de le faire. La commission dont je suis l'un des membres, nous ne sommes là que depuis le 1er septembre 2020. Il y a beaucoup de travail, mais nous n'avons pas le choix. Nous allons faire ce qu'on peut, mais surtout poser les bases pour qu'on revienne sur les bases pour le développement de l'intégration, les bases pour le développement de l'économie communautaire, les bases pour le développement des infrastructures, les bases pour la valorisation de l'économie de l'environnement, pour le développement surtout de l'agriculture. 80% de nos produits alimentaires de base viennent de l'extérieur. On doit résoudre ce problème-là. Voyez-vous, les problèmes d'accès à l'eau potable, on doit les résoudre.
le problème d'énergie. De quoi vous parlez si vous n'avez pas d'énergie, quand vous parlez de développement? De quoi vous parlez si vous n'avez pas de route? Vous n'avez pas parlé du commerce, de l'intégration. Donc nous sommes en train de... Voilà pourquoi vous verrez par exemple qu'il est prévu le sommet extraordinaire sur les infrastructures. Chose qu'on n'avait jamais vue. Donc ce qui veut dire qu'il y aura demain un sommet extraordinaire des chefs d'État sur les questions de l'eau, un sommet des chefs d'État extraordinaire sur les questions alimentaires. Voilà, pour qu'on réfléchisse ensemble. Et c'est des choses qu'on n'avait jamais fait. De mémoire régionale, moi, je n'ai jamais entendu parler d'un sommet extraordinaire qui se penche uniquement sur les questions de l'eau, sur les questions de l'énergie, sur les questions des infrastructures. Il faut travailler en synergie désormais. Voilà, donc nous sommes là pour travailler sur ces questions-là. Donc il y a beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espoir. Place à l'éco-créativité. Éco-créativité. La première voiture électrique fabriquée au Congo a vu le jour. Dénommée Fayard, cette voiture a été présentée au monde lors de l'Expo Village des innovations technologiques par un groupe de jeunes innovateurs de la start-up Idago Kinshasa. C'est déjà démarré là. Vous avez un permis de conduire là? Comme caractéristique, la voiture électrique Fayard est dotée de batteries qui fonctionnent avec une autonomie de 6 heures. Le rechargement prend jusqu'à 5 heures maximum. La voiture peut parcourir une distance de 105 km avec une vitesse de 30 km à l'heure. Le véhicule est encore en phase d'expérimentation et après 4 mois de réalisation, ces jeunes techniciens l'ont fabriqué avec leurs propres moyens. Fayard est une solution technologique innovante dans le secteur de l'automobile. Elle a reçu le premier prix de la meilleure innovation lors de l'Expo Village des innovations technologiques le 31 juillet dernier à Litigombe, à Kinshasa. Alors, monsieur le commissaire, nous savons également que la COP27, c'est une COP africaine. Donc, ça veut dire que c'est une COP qui se tiendra sur le sol africain. Ça sera en Égypte. Comment la CAC pense-t-elle apporter sa contribution pour la réussite de cette messe climatique? Déjà, il faut remercier tous nos chefs d'État africains, l'Union africaine, pour avoir obtenu sur notre sol cette COP. Parce qu'il y a déjà eu une COP au Kenya. Il y a eu la COP 22 à Marrakech il n'y a pas longtemps, hein, c'était en 2016. Et là, nous aurons cette fois-ci une COP en Égypte. Qui est une COP. Alors la CAC, comme à l'accoutumée, elle va organiser, dans le cadre de la diplomatie environnementale, une rencontre ministérielle. On verra si elle restera ministérielle ou bien on sera au niveau des chefs d'État pour adopter une position commune face à toutes ces questions qu'on ira aborder au niveau de l'Égypte. Où comptez-vous l'organiser? Oui, c'est-à-dire que déjà, par rapport à la communauté internationale, nous accueillons, hein, le Gabon accueille en fin août, début septembre, un atelier ou bien une rencontre sur le climat en Afrique. Et après, nous aurons ici à Kinshasa des activités de pré-COP. Voyez-vous? Donc, ça place quand même l'Afrique centrale au centre. Et il n'y a aucune raison pour que ça se fasse autrement, dans la mesure où l'Union africaine a reconnu la place, ou bien accordé la place de numéro 1 en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles à la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Parce que l'Union africaine a 8 piliers, on appelle 8 communautés économiques régionales. Alors, vous avez dit que nous avons des retards dans certains secteurs de l'intégration, notamment la libre circulation, mais au niveau de l'environnement, la CAC est premier.
est première. Ok. Que répondez-vous à ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui le bassin du Congo est considéré comme étant le dernier rempart de l'humanité? Mais vous savez, il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter. Aujourd'hui, quand vous avez un taux de déforestation le plus bas par rapport aux deux autres massifs forestiers tropicaux, ça veut dire que vous ne pouvez pas être le dernier. Et les récentes études viennent de démontrer que le bassin du Congo, parce que c'est le Tchad, c'est tous ces pays-là, contribuent vraiment à la lutte à la régulation climatique. Vous savez, la poussière de Baudelaire qui est au nord du Tchad, c'est elle qui alimente les forêts amazoniennes. La poussière de Baudelaire. C'est le bassin du Congo, tout ça, c'est l'Afrique centrale. Est-ce aujourd'hui une compensation à la hauteur du rôle que joue ce bassin? Ah oui. Imaginez maintenant qu'il n'y avait pas cette poussière de Baudelaire et que les forêts amazoniennes n'auraient pas la même santé qu'elles ont aujourd'hui. Oui, là nous parlons du bassin du Congo. Est-ce que les récompenses sont à la hauteur du rôle que joue ce bassin? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Et c'est ça, toute la diplomatie environnementale de l'Afrique centrale, faire comprendre aux partenaires internationaux les efforts que nous avons faits et qui devraient prendre en compte. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est à nous aussi de continuer le plaidoyer, travailler avec des ambassadeurs de bonne volonté pour que les efforts et les sacrifices consentis par nos chefs d'État soient reconnus au niveau mondial. Aujourd'hui, tout le monde vous dit que nous sommes le premier massif forestier tropical en termes de séquestration du carbone. Nous séquestrons plus de carbone que les deux autres massifs forestiers tropicaux. Voyez-vous? Donc nous devons travailler. Et ça, c'est ce que moi j'appelle de l'économie du carbone. Faire la promotion, le faire comprendre aux gens, aller dans les manifestations internationales, continuer à le dire comme le font nos chefs d'État, comme le font la majorité, tous les ministres. Donc nous devons, vous également les journalistes. Et nous sommes aussi en train de travailler de façon que nous ayons tous les outils. Par exemple, quand vous partez sur le marché international, dans le cadre de la mobilisation de ressources, hier, on n'avait pas un fonds. On n'avait pas un outil financier. Maintenant, aujourd'hui, on a le fonds bleu pour le bassin du Congo. Il y a eu 2 sommets des chefs d'État de la Commission climat du bassin du Congo, climat du bassin du Congo. Aujourd'hui, on a un outil financier avec un schéma de gouvernance, avec un partenaire pour la gestion fiduciaire qui est la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. L'Amazonie, notamment le Brésil, a le fonds amazonien. Nos amis du sud-est asiatique ont également leur fonds. Nous, maintenant, nous avons un fonds, le fonds pour le bassin du Congo. Hier, on avait le fonds forestier, mais aujourd'hui, on a le fonds bleu pour le bassin du Congo. Vous avez le fonds bleu, il y a le fonds vert. On comprend qu'il y a des fonds, mais nous avons l'impression comme si la politique primait sur les questions écologiques. Non, elle ne prime pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vision. La politique, c'est la vision. Il faut qu'on donne la vision. Prenons le cas, nous n'avons pas de politique forestière. Nous avons eu des activités au niveau des forêts. Les gens se posent la question, comment vous avez travaillé? Donc vous avez navigué à vue, comment c'était? Donc il faut que les chefs d'État donnent la vision dans quelle direction. Les bonnes déclarations sont faites, mais les actions ne suivent pas tout de suite. Tout à fait. Donc il y a eu des déclarations parce qu'il fallait commencer par la politique. Et avec la création du département, ça veut dire qu'on veut maintenant passer à l'opérationnel. Hier, on n'avait pas un département environnement dans la sous-région. Département environnement, ressources naturelles, agriculture, on n'en avait pas. Maintenant, on a un département. Donc, ils ont pensé qu'après la politique, il faut qu'on passe. Donc, l'une des missions données au département dont j'ai la charge, c'est de coordonner toutes les activités, aussi bien politiques que de terrain. Alors, on va prendre concept vert, chers téléspectateurs. Concept vert. Pourquoi la RDC est un pays solution? Son atout principal reste sa capacité d'absorption de carbone, 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an, plus importante que celle de la forêt amazonienne. Cette forêt, contrairement à ce que se dit beaucoup, n'est pas le 2e poumon de la planète, mais le 1er poumon de la planète. Monsieur Honoré Sabine, êtes-vous le dieu de l'environnement? Moi? Non, déjà quand vous parlez de Dieu, je ne peux pas être le Dieu de l'environnement.
Mais pourquoi on vous a surnommé le dieu de l'environnement? Mais j'aimerais bien savoir celui qui m'a surnommé dieu de l'environnement. Ceux-là que vous observez, bien entendu, par rapport à votre travail, par rapport à votre contribution dans ce secteur. C'est vrai que c'est un compliment. Hein. Je ne suis pas seul. Je travaille avec les chefs d'État. Je travaille déjà pas avec les chefs d'État, mais je suis à la CEAC, je suis au sein de la commission. Nous avons comme mandat de mettre en œuvre les décisions des chefs d'État, la vision des chefs d'État. Et sur les questions de l'environnemental, ils ont porté leur choix sur moi, sûrement par rapport à ma petite expertise, ma petite expérience sur ces questions-là, parce que je vous l'avais dit que ça fait bientôt une trentaine d'années que je suis ces questions. Et je pense qu'avec les autres compatriotes, les autres citoyens de l'Afrique centrale, nous sommes en train de faire avancer cette question. Et je crois que je suis très passionné. Et on comprend que c'est la passion qui a dicté votre détermination dans ce secteur ou Ah oui, parce que de toute façon, moi, je me suis rendu compte que sans l'environnement, il n'y a pas de vie. L'air, ça vient de l'environnement, l'eau, les minerais, le pétrole. Alors, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique comment on ne peut pas être passionné par l'environnement. Tout nous vient de l'environnement. Donc, à ce moment-là, on sait que si celui qui maîtrise l'environnement maîtrise l'économie, maîtrise le monde. Voyez-vous? Donc, c'est ça qui me passionne, parce que c'est de l'évidence. L'air, on le sent. L'eau, on le voit. Le soleil, c'est de l'évidence. Maintenant, il faut passer à la valorisation économique. Dernière question pour terminer, comment vous évaluez l'accompagnement du RECEAC? Oui, RECEAC aura bientôt 10 ans. Hein, ça a été créé, nous l'avons créé ensemble en mars 2013, en marge de la réunion des ministres de l'intégration, des affaires étrangères, de la défense à Yaoundé, sur la lutte anti-braconnage, notamment l'adoption de ce que nous avons appelé à l'époque le plan d'extrême d'urgence en lutte braconnage. Alors, donc, je crois qu'il faudrait qu'on passe à un autre stade du RECEAC. Donc, nous devons rapidement organiser l'Assemblée générale ou bien une autre grande rencontre pour pousser le RECEAC, et aussi qu'il y ait maintenant une formalisation de cette collaboration entre la communauté économique des États de l'Afrique centrale et le RECEAC. Et voilà pourquoi nous avons créé maintenant un statut, ce que nous appelons organisation sous-régionale partenaire. Nous avons des institutions spécialisées, nous avons les agences d'exécution, maintenant nous avons des organisations sous-régionales partenaires. Et je pense que RECEAC, parce que je pense pas que je pense, le RECEAC est une organisation sous-régionale partenaire. Donc il faudrait donc formaliser. Il y a un texte, c'est aux dirigeants du RECEAC de s'adapter à ce texte-là et de voir comment est-ce que nous pouvons donc formaliser cette relation CAC-RECEAC. Commissaire Honoré Tabouna, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de passer sur vos antennes, sur votre plateau, pour partager la passion qui est la mienne et aussi la vôtre. Sinon, vous ne travaillerez pas sur ces questions d'environnement depuis tout le temps que je vous connais. Merci beaucoup. Donc, à très bientôt. Les rendez-vous fixés pour le mois de septembre prochain. Oui, c'est-à-dire que oui, nous serons ici pour la pré-COP. Mon idée pour la planète.